Parfait. Alors, bienvenue tout le monde à ce webinaire, entrevue avec Mario Beauregard sur, on va l'appeler grandement le paradigme post-matérialiste, mais je vais vous mettre en contexte un peu pour savoir qu'est-ce qui m'a incité, qu'est-ce qui m'a donné le goût de faire cette entrevue-là avec Mario? Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Kayla Rodrigue. Je suis docteur en psychologie avec une spécialisation en neuropsychologie pédiatrique. Et moi, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les parents à comprendre leurs enfants au-delà des comportements, au-delà des diagnostics, de vraiment devenir la solution pour leur enfant. Et j'accompagne aussi les intervenants en parentalité et je les aide vraiment à optimiser leur pratique clinique pour allier la science et la conscience. Donc, j'ai vraiment une approche holistique puis là, vous allez comprendre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai invité Mario aussi en fait, j'ai toujours eu cet intérêt-là envers la conscience, l'énergie, le monde subtil, mais quand j'étais psychologue, neuropsychologue, en fait, quand j'étais dans l'ordre des psychologues, on ne pouvait pas, et on ne peut pas encore, parler de ce sujet-là. Donc, j'ai toujours mis ça un petit peu de côté, même si j'avais cet intérêt-là. Ça faisait partie quand même de mon analyse, mais j'en parlais pas trop ou j'en parlais quand les clients m'en parlaient puis qui étaient mal de ça, que c'était une possibilité, ce monde-là, puis on va le décrire après. Et on ne pouvait pas l'étudier, on ne pouvait pas en parler et je l'ai essayé. Et quand on fait ça, ben, on se fait qualifier de dangereux pour le public et que non, on ne peut pas toucher à ça, on ne peut même pas étudier ça. Parce que en tout cas, dans mon domaine de la psychologie, c'était très difficile. Et pourtant, il y a plein d'auteurs, dont Mario Beauregard, qui est neuroscientifique, je vais vous le présenter après pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais il y en a même aussi il y a plein d'auteurs qui parlent de ce sujet-là et étudient ce sujet-là. Donc, moi, ça a créé comme un questionnement. J'ai dit, voyons, ça existe dans d'autres pays, ils en parlent, la psychologie quantique existe, la psychologie énergétique existe. Pourquoi au Québec, on ne peut pas? Donc, ça m'a toujours un peu frustrée, on va dire ça comme ça. Il y a même des auteurs, même en parentalité, puisque moi, je suis plus dans le domaine de la parentalité, qui vont en parler aussi, comme le docteur Daniel G. Siegel, avec des termes un peu plus génériques là, pour entrer ça de façon plus subtile, mais qui parlent en fonction de la mécanique quantique. Donc, quand j'ai décidé de sortir de mon ordre professionnel pour vraiment lancer en grand mon approche holistique, c'est là que j'ai commencé à parler d'un autre niveau d'analyse. Puis je vais faire un résumé de mon approche parce que quand les parents viennent me voir avec une problématique pour leur enfant, par exemple, mon enfant, est-ce qu'il a un TDAH? Souvent, on est à la pointe de l'iceberg que j'appelle. Donc, on est ce que j'appelle niveau 1, niveau des symptômes, des comportements. Et souvent, et ça peut s'appliquer à l'adulte aussi. Là, moi, je m'adresse souvent aux parents, aux enfants, mais imaginez une problématique de santé, soit mentale ou physique que vous avez. Souvent, on la décrit en termes de diagnostic, de symptômes, c'est du niveau 1, c'est-à-dire ce qu'on peut observer. Et souvent, ces symptômes-là vont être créés par un déséquilibre ou un blocage à ce que j'appelle un des trois cerveaux. Donc, je vais y aller très succinctement parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, là. Soit le cerveau tête, celui qu'on a dans la tête au niveau neurologique, soit le cerveau cœur au niveau de la maturation émotionnelle, soit le cerveau ventre au niveau de l'équilibre du microbiote. Et tout ça est relié par le système nerveux. Donc, pour moi, ça, c'est le niveau 2, c'est le niveau que je travaille, le cerveau cœur. Et tout ça est bien sûr influencé par la génétique, mais je dirais plus par l'épigénétique. Donc, le niveau 3, on rentre l'environnement. Quel impact a l'environnement sur, on va dire, l'expression de mes gènes? Donc, ça, c'est le niveau 3. Fait que là, moi, je jouais beaucoup dans ces trois niveaux-là pour comprendre la problématique de l'enfant et aussi, je vais juste muter tout le monde. Comprendre la problématique de l'enfant et aussi bien prioriser, aider le parent à savoir où travailler. Et non pas juste rester dans, ben,
essayer telle adaptation puis prendre la médication parce qu'on est beaucoup là-dedans dans le milieu médical. Je veux aider les gens à mieux comprendre. Sauf qu'il me restait un quatrième niveau, le niveau de la conscience, le niveau de l'énergie, le niveau du monde subtil que je voulais intégrer. Et on dirait que c'est un niveau qui est hors temps, hors espace, qui est pas, on va dire que dans l'absolu, si on travaillait juste sur ce niveau-là, on pourrait tout régler les autres niveaux parce qu'il est à l'intérieur de tout, il est partout. Mais quand je le travaillais avec des collègues qui sont, par exemple, guérisseurs ou médiums et tout ça, ben ça fonctionne avec les enfants parce que je fais des collaborations, mais on dirait que à chaque fois qu'on en parlait, ça sonnait un petit peu ésotérique ou un peu zoulou. Mais là, je dis non, tu sais, il y a de la science derrière ça. Ça me prend quelqu'un qui va être capable de mettre des mots et d'expliquer pourquoi c'est important d'intégrer ça dans un modèle d'intervention. Et c'est là que j'ai contacté Mario Beauregard et qu'on a eu un contact ensemble, qu'il est venu faire une entrevue dans mon parcours professionnel parce que je donne de la formation pour des intervenants en parentalité et tout le monde a été très impressionné. On a tous, donc ça a été magique comme intervention. Je me suis dit, ça serait vraiment intéressant, Mario, si tu pouvais venir, qu'on parle du niveau 4, le niveau conscience, le niveau énergie, monde subtil, et qu'on se fie à ton livre, Un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste. On pourrait se servir des bases parce que tout est expliqué dans ce livre-là. Donc, comment se servir de ces bases-là pour expliquer aux gens pourquoi c'est important de considérer ce niveau 4-là de conscience quand on prend en charge une famille, des enfants, mais aussi n'importe qui en tant qu'adulte. Et Mario, pourquoi? Allô Mario, merci d'être là. Et pourquoi je t'ai invité toi? J'ai envie de te présenter un peu plus. Dans le fond, Mario, c'est un docteur et un chercheur en neurosciences. Ses travaux de recherche ont été reconnus à l'international. Il a même reçu le titre de l'un des 100 pionniers donc, du 21e siècle, là, je pense par une revue de littérature. Oui. Puis auteur de plusieurs livres, dont Du cerveau à Dieu, Les pouvoirs de la conscience et celui dont on va parler aujourd'hui dans l'entrevue. Donc, c'est vraiment une sommité. Je suis très honorée qu'il accepte de collaborer et d'être présent aujourd'hui pour vous parler de ça. Donc, merci Mario d'être là. Merci à toi de m'avoir invité, Kayla. Alors, génial. On va partir. J'espère que c'était clair pour tout le monde, cette mise en place-là. Qui ici a des enfants? Je serais curieuse de voir qui ici a des parents des enfants. Vous pouvez l'écrire dans le chat, parce que là, je ne vois pas tout le monde. Là. Écrivez-le dans le chat. Donc, commençons cette belle entrevue. J'ai décidé, en fait, j'ai demandé à Mario, on va diviser en 5 sujets. Oui, il y a des gens qui ont des enfants. Génial. OK, on va diviser en 5 sujets. On va commencer. Le premier sujet, très large, mettre la table. Qu'est-ce que ça veut dire le paradigme post-matérialiste? Est-ce que tu peux, Mario, nous dire un peu d'où que ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? On va discuter de ça quelques temps un peu. Oui, c'est relatif à une forme d'idéologie, si on veut, qui a été dominante au niveau de la science pendant plusieurs siècles, que certains philosophes ont appelé le matérialisme scientifique. Donc ça, c'était comme le grand paradigme qui a été dominant. Et ça, c'est apparu d'abord, c'est basé sur des hypothèses au sujet on dit des hypothèses métaphysiques, c'est-à-dire au sujet de la nature de la réalité. Et les premiers qui ont proposé ça, ça remonte à l'Antiquité, avant même Socrate. Certains philosophes présocratiques, par exemple, qui ont dit, bon, le monde se réduit, par exemple, à de minuscules boules de billard. Donc ça, c'était l'hypothèse hypothèse matérialiste. Plus tard, au niveau, il y en a d'autres qui ont proposé que l'univers, le monde, comme ils l'appelaient à l'époque, la nature, était une gigantesque machine
Donc, ça, c'est comme une hypothèse de mécaniste, si on veut. Puis, il y a eu le déterminisme avec la physique classique. Donc, on disait que on pouvait déterminer l'état d'un système qu'on étudie, tout simplement en prenant connaissance de ses composantes de manière réductionniste aussi, c'est une autre des hypothèses. Et il y en a plusieurs comme ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que les pères de la science moderne, Galilée, Newton, Descartes et tout ça, étaient d'accord avec ces hypothèses-là, mais pour eux, c'était des hypothèses, c'était pas des dogmes, des articles de loi. Mais il y a eu un dérapage parce que ces gens-là étaient très spirituels, Newton et compagnie. Mais bon, on s'était arrangé au niveau des autorités religieuses aussi du Vatican pour dire aux scientifiques, vous allez nous laisser les questions qui concernent l'invisible, aux théologiens, aux philosophes, et vous allez focaliser vos efforts sur ce qu'on appelle le monde de la matière, le monde physique. Ça a joué un rôle important aussi. On leur a fait peur avec l'affaire Galilée. C'était dangereux parce que si tu t'écoutais pas, ben, tu pourrais payer de ta vie. Ça a été un Donc, premier moment où est-ce qu'il y a une dichotomie au lieu oui, parce que souvent, on accuse les scientifiques. On dit, ben oui, pourquoi ça a dérapé comme ça? Mais il y a des raisons aussi qui expliquent ça. Mais c'est vrai aussi que au bout de quelques générations, si on est au 17e siècle, puis on arrive au 19e siècle, ben là, les scientifiques font pas tellement l'histoire des sciences, sont pas au courant que finalement, Galilée, Newton, Descartes, c'était des êtres profondément religieux, spirituels. Ils ne retiennent que le fait qu'ils utilisaient pour essayer de comprendre le monde matériel, les hypothèses dont je vous ai parlé. Puis là, il y a un glissement qui s'opère, il y a une dérive, et ces hypothèses-là deviennent des dogmes qui font partie d'une vision du monde qu'on va appeler le matérialisme scientifique. Le matérialisme scientifique, puis ça devient essentiellement la même chose qu'au niveau de la religion et du Vatican. Donc, comme scientifique, tu dois suivre ça. Et ça va dominer comme ça pendant une grande partie du 20e siècle aussi. Mais ça va commencer à être battu en brèche vers la fin du 20e siècle. Euh, déjà, le premier problème qui va arriver aussi pour cette façon de voir le monde-là, c'est la nouvelle physique. La physique, elle, vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, elle va connaître une révolution. Il y a des problèmes au niveau atomique qui sont pas capables d'élucider. Et là, ils sont obligés de créer une nouvelle physique pour être capables de comprendre et tout ça. Et c'est ce qu'on a appelé physique moderne, physique quantique. Et ça va prendre 30 ans à peu près avant que ça soit comme accepté. Mais au bout de 3 décennies à peu près, la physique quantique finit par montrer, il y a différents phénomènes qui caractérisent l'effet de l'observateur, par exemple, où on influence le physicien exerce une influence de par son intention, ce qu'il veut mesurer sur les systèmes électroniques de détection au niveau particulier ou ondulatoire. Le phénomène étudié se comporte quantique, va se comporter soit de façon corpusculaire, soit de façon ondulatoire, dépendamment des intentions et ça va être démontré pour des particules de lumière, les photons, les électrons, etc. Et là, ça va amener une remise en question totale des postulats du matérialisme scientifique. Ça fait déjà un siècle que c'est fait, ça. Presque un siècle. Parce que pour expliquer certains... Oui, je te coupe un peu, Mario, parce que je trouve ça intéressant parce que même s'il y avait des données, même si c'était démontré, avant que le délai entre les scientifiques démontrent quelque chose et que ça soit accepté, on va dire, par la masse et propagé dans la population, peut se passer 50, 100 ans presque, là, ou en tout cas minimum 30. Là. Donc, c'est pour ça que quand on est avant-gardiste, puis qu'on se tient au courant, puis qu'on met en place des choses, mais là, on est vu comme étant dangereux. Puis, ben, au début, il y avait beaucoup de résistance.
Il y, a il y avait un grand physicien, mais la physique classique, une sommité à Londres, Lord Kelvin, qui avait affirmé que c'était la fin de la physique. Il restait juste quelques petits problèmes à régler. Mais des petits problèmes qui ont donné naissance à la théorie de la relativité d'une côté, puis à la mécanique quantique de l'autre. C'est Mais ça. Puis il en il y reste avait sûrement tellement à découvrir, puis qu'on doit rien connaître encore. Puis que... c'est vrai. Mais aussi, il y a le fait que même un siècle après, la plupart des scientifiques dans les autres disciplines ne connaissent pas ces choses-là. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que la physique, c'est une science difficile parce que c'est basé sur les mathématiques de haut niveau. Puis, c'est pas tous les gens qui sont familiers avec ça en psychologie, en médecine, dans différentes disciplines, la biologie de manière générale, sauf exception. Là, maintenant, il y a un courant qu'on dit de biologie quantique qui émerge, mais ça prend, c'est relativement lent. Donc, ça a pris du temps avant que, puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques dans différents, tu parlais de ton propre domaine où ce que les gens étaient fermés et tout ça. Ces gens-là ne sont pas au courant de tout ça, finalement. Ils ne savent pas qu'il y a eu une révolution euh, au niveau de la physique, puis les implications métaphysiques là, de ce qu'on a découvert, la non-localité, l'interconnexion fondamentale de tout ce qui existe, etc. Ils ne sont pas au courant de ça. Ouais, puis Et il dans y en a qui ne veulent pas aussi être au courant de exact. ça. Parce que le système académique a été bâti sur en fonction de cette idéologie-là matérialiste, scientifique. Non seulement les sciences pures, comme la physique et tout ça, mais aussi et surtout les sciences humaines sociales. Donc, si vous voulez, vous allez trouver dans ces domaines-là, dans ces écoles-là, le plus grand nombre de scientifiques, de penseurs, de gens du milieu académique qui sont matérialistes et athées. Encore plus dans les sciences humaines. Les physiciens ont souvent l'esprit plus ouvert à cause de justement tout ça. Mais les phénomènes qui ont été découverts, on peut les interpréter de différentes façons. Mais une façon par exemple, ce que je parlais, l'effet de l'observateur, une façon d'interpréter, il y a une douzaine d'interprétations de la mécanique quantique, là, de ces phénomènes par rapport à ça. C'est l'effet de l'observateur, c'est que la conscience du scientifique aurait une influence sur les phénomènes qui sont mesurés au niveau atomique ou subatomique, au niveau des particules ou des ondes. Et là, donc, ça veut dire que ça a été et ça c'était partagé, cette vision-là, par les quatre pères de la physique quantique. Là. Heisenberg, Schrödinger, Planck, Pauli. Einstein lui-même, qui était innovateur tenait beaucoup à la physique classique traditionnelle, puis avait beaucoup de difficultés à accepter les implications. Il disait c'est des actions fantomatiques à distance et tout ça. Il avait beaucoup de difficultés à accepter ça. Puis il a lutté contre ça pendant plusieurs décennies avant de se rallier. Donc, mais ça a créé une brèche au niveau de... C'est sûr que là, il y a des gens qui ont compris que la vision traditionnelle matérialiste au niveau de la science était erronée. Mais bon, comme je le disais, tout ce système-là a été bâti. C'était dangereux au 17e siècle de parler contre l'Église, s'opposer à l'Église. C'était dangereux au 19e siècle de s'opposer au dogme. Et au 20e siècle, moi, je l'ai vécu moi-même, par expérience, vers la fin du 20e siècle. Puis, je suis allé donner une conférence à la fameuse université à Paris, la Sorbonne, il y a 15 ans. Et ça, c'est une anecdote. Ils ont réuni un comité, c'était des membres de l'Académie des sciences à Paris. Donc, les vieilles barbes de l'establishment scientifique étaient là pour écouter puis pour critiquer. Ils m'ont laissé parler pendant 2 heures. Je voyais que la couleur de leur visage changeait au fur et à mesure que je présentais des évidences, des données montrant que leur façon de voir le monde était fausse. Puis à la fin, le président du comité m'a dit, c'est donc de valeur qu'on soit pas il y a quelques siècles en arrière. Ouais, j'ai dit, je me doute pourquoi. Oui, ouais, on t'aurait fait routir. On t'aurait fait, Oh mon c'est Dieu. ça, prier finalement. C'est ça qu'il m'avait dit.
Mais là, aujourd'hui, tu n'es pas le seul là, scientifique à parler Non, de ça. Tu dis, il y a des non. évidences, puis il y a un... Voyons, Ben, il y a un nouveau champ. ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus juste la physique quantique de notre côté. Il y a tout ce qu'on appelle la nouvelle science de la conscience. Donc, oui, mais puis j'étais pas seul, en fait. Il y avait des exceptions. Puis il y avait déjà des gens qui avaient une vision différente, il y a même des siècles, mais ils pouvaient pas, c'était difficile pour eux de pouvoir progresser avec tout ça, puis ils étaient pris dans un carcan idéologique. Donc, c'est ça qui est arrivé. Mais oui, maintenant, c'est il y a trop de données empiriques, nouvelles, qui touchent tout le monde de la conscience, de la psyché, qui ne cadre plus avec l'ancienne façon de voir où là, on était comme un homme machine, une femme machine, une machine, euh, où tout pouvait être expliqué en réduisant, par exemple, nos pensées, nos émotions, notre conscience à l'activité électrique ou chimique dans le cerveau, même on peut descendre dans l'échelle du réductionnisme et aller jusqu'au niveau des particules. Donc, il y a des modèles où il y a des gens qui proposent que on est simplement la conscience, c'est quelque chose qui émerge de particules élémentaires qui composent finalement notre système nerveux. Il y a des choses comme ça. Ça, c'est une forme extrême de réductionnisme, mais ça existe. Ça existe encore aujourd'hui. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu de plus en plus de phénomènes étudiés par des gens qu'on appelait des parapsychologues, des gens dans le champ de... C'était souvent des psychologues, parfois des physiciens qui s'intéressaient à des phénomènes où là, tout à coup, on pouvait démontrer que deux personnes pouvaient être interconnectées sur de grandes distances, par exemple. Ben, juste Comment on est... avant qu'on rentre là-dedans, Mario, j'aimerais ça qu'on... Parce que là, on a mis la table sur justement le paradigme post-matérialiste. Puis là, on pourrait aller décortiquer, mais c'est quoi que ça contient, ce paradigme-là? J'ai envie, dans un deuxième temps, parce que je dis qu'il y avait 5 points, le deuxième point, qu'on parle de l'esprit. Là, tu sais, quand on va dire les intentions, les croyances, les émotions, mais tu pourras nous en parler un peu. Qu'est-ce qu'on veut dire par esprit? Puis on parlera de c'est quoi l'impact de l'esprit sur tout ce qui est plus biologique, Oui, physiologique. Dans un deuxième temps, on parlera sur la matière, mais oui. est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'esprit? Ouais, ben d'abord, post-matérialiste, c'était juste pour... en 2014, j'ai pris la direction d'un... J'ai convaincu des chercheurs à travers le monde dans différentes disciplines d'écrire un manifeste pour une science post-matérialiste. Et puis, c'est moi qui rédigeais les textes, puis les auteurs qui faisaient partie de ça. Puis il y avait du monde célèbre, mais c'était tous vus comme des... On était comme une collection de moutons noirs, d'hérétiques, dans différentes disciplines. On s'est réunis. Puis là, on a dit, on propose une vision nouvelle. Il faut passer à quelque chose d'autre. Et post-matérialiste, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne nous dit pas, ça fait juste marquer un temps au niveau de l'histoire, tout simplement. C'est qu'on est rendu à une certaine époque où là, on va élargir le paradigme. C'est ce que ça voulait dire. Je mettrai Et le lien de, je pense qu'on y a accès à ce manifeste-là. oui, ça a été traduit dans plusieurs langues. Puis Ouais. pendant une année, il y a des scientifiques, il y avait même des médecins et des philosophes qui ont signé. Il y a eu plusieurs centaines de signatures. C'était surtout des chercheurs seniors, des retirés. Donc, il y avait moins peur parce que pour leur carrière, c'était des professeurs éméritus souvent, dans plusieurs cas. Mais les jeunes scientifiques, il n'y en avait pas beaucoup qui osaient, je comprends, parce qu'ils se protégeaient. Puis ça fait pas longtemps, ça va faire 10 ans l'année prochaine, ça. Fait que je pourrais mettre le lien en commentaire un peu plus tard Ouais. ou dans la rediffusion, si vous écoutez en rediffusion. Mhm. Mais Merci. bon, Ouais. pour en revenir à ce que tu parlais de la conscience, l'esprit, tout ça. L'esprit, là, je l'utilise au sens de... Moi, j'ai travaillé beaucoup du côté anglophone, donc c'est en anglais, c'est mind. Fait que c'est la collection des fonctions mentales, au fond, comme tu l'as décrit. Et la conscience, c'est une composante à ce moment-là. Dans ce sens-là, c'est une fonction mentale supérieure à ce moment-là. Donc, c'est rattaché à esprit aussi. Euh,
on a découvert dans le manifeste, on en parle, mais aussi dans plusieurs articles et tout ça. Moi, dans mon champ de recherche, j'ai été le premier à utiliser l'imagerie par résonance magnétique nucléaire pour aller voir le cerveau en action dans le cas de l'autorégulation des émotions. C'était en 2000. Pendant longtemps, on pensait que on n'avait pas de capacité de gérer les émotions chez l'être humain. Au fond, il y avait des parties plus anciennes au niveau de l'évolution phylogénétique, comme quelque chose qu'on partage, un tronc cérébral on retrouve chez les reptiles, par exemple, ou chez d'autres. Il y a un système limbique, là, le cerveau des émotions, par exemple. Bon, il y a beaucoup de similitudes entre l'humain et les autres mammifères, etc. Donc, on pensait qu'on n'avait pas de capacité d'influence vraiment à ce niveau-là, ce qui expliquait les comportements humains. Moi, je ne croyais pas à ça parce que, à cause de mes propres expériences spirituelles, puis parce que les grandes traditions spirituelles enseignaient des techniques de gestion des émotions depuis des millénaires et que dans certains cas, ça fonctionnait très bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré des différents états émotionnels puissants et on a demandé aux gens, ça c'est un exemple de pouvoir finalement de la conscience, on les a coachés 30 minutes avant la première expérimentation. On leur a demandé de devenir des observateurs détachés pour être sûr qu'on avait une grosse activation dans le système émotionnel. On appelle ça le système limbique, là, techniquement. On avait choisi des stimuli érotiques, des films, même, je dirais, pornographiques, finalement. Et on a pris une douzaine de gars, d'étudiants à l'université, des jeunes hommes. Et puis là, on s'est dit, on va avoir une très bonne réponse, ça va s'allumer très fort dans la partie émotionnelle du cerveau. Puis effectivement, c'est ce qu'on voyait. Ça, c'était notre condition de base. Mais ce qu'on voulait, c'est de voir, est-ce que la conscience de l'individu, de manière intentionnelle, est-ce que ça peut influencer la réponse du cerveau émotionnel? Alors, c'est ça qu'on a voulu tester. On les entraînait à devenir des observateurs détachés. Ça voulait dire que on leur disait de prendre une distance par rapport à leur réaction émotionnelle, ce qu'ils sentaient, mais aussi par rapport aux extraits de film. Puis eux, ils étaient allongés à l'intérieur du scanner avec une paire de lunettes de réalité virtuelle, là. Et on leur présentait les extraits de film. Et ces gens-là n'avaient aucun passé en termes d'entraînement méditatif. Ils ne connaissaient pas ces techniques-là. Mais au fond, ce qu'on leur a demandé de faire s'approchait beaucoup de la pleine conscience. Finalement, le système émotionnel s'est éteint en très grande partie chez tous ces gens-là. Et ça, moi, j'ai publié ça, puis ça a fait le tour du monde. Et ça a permis la création d'un champ de recherche qui existe encore aujourd'hui. Ça a été cité 1500 fois. On venait de démontrer l'être humain a des grandes capacités de gestion des émotions. Là, on venait de le démontrer scientifiquement. Puis parce que la science, c'est comme l'autorité cognitive ultime dans la société, ça a eu un impact important. Et donc, puis là, on s'est mis à faire plein d'études comme ça pour montrer que, au fond, on avait une grande capacité de contrôle. Tu as une question? En fait, ça, j'allais dire, c'est qu'on n'est pas contrôlé par nos émotions. On peut, par des techniques de pleine conscience, de méditation, on peut avoir un impact. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est Oui. facile, puis des fois, ça Non. manque la maîtrise, mais qu'on a un impact là-dessus. Ouais. On a testé des gens qui étaient dans un état dépressif, par exemple, cliniquement. Là, le système de régulation ne fonctionnait pas de la même façon. On est allé chez des enfants. On a scannographié des enfants à 8 ans, 8-9 ans. Alors là, c'était plus difficile. Ils réussissaient, mais en partie, parce que c'est un entraînement qui se fait à partir d'une partie du cerveau qu'on appelle le lobe préfrontal, qui est la dernière partie à être apparue dans l'évolution, puis qui se développe jusqu'à à peu près 30 ans, pas près de 30 ans, entre 25 et 30 ans chez la plupart des individus. Ça, c'est notre outil, c'est notre frein au niveau comportemental. Mais
il fonctionne pas tout seul. Ça prend une conscience pour l'animer. C'est ça. Vraiment, il fonctionne pas. Faut que tu l'entraînes. C'est ça qui arrive finalement. Donc, moi, mes scientifiques sceptiques, là, matérialistes, mes collègues à l'époque, ils me disaient, ben non, c'est juste une partie du cerveau qui influence une partie plus primitive du cerveau. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Oui, pas de conscience parce que là, on a continué, puis là, on a montré après qu'on pouvait augmenter à volonté l'activité dans certaines régions, puis la réduire C'est ça. par un système de neurofeedback. Exact, c'est ça. Oui, ça se passe dans le cerveau, mais comment on impacte le cerveau, ça, c'est là qui C'est est ça. intéressant à voir. Et puis, oui, oui. Ben, je veux pas te couper, mais je veux qu'on se garde un temps, parce qu'on a plein de choses à parler, pour parler de l'effet placebo, parce qu'on entend souvent parler de, Un exemple. Oui. tu sais, des fois des guérisons, puis qu'on se dit, ah, ben, Oui. c'est un effet Oui. placebo. Mais c'est quoi cet effet placebo-là? Comment est-ce qu'on C'est peut c'est, euh, c'est toutes les croyances, l'anticipation, la foi que quelqu'un peut avoir, qu'on peut avoir par rapport à un médicament, mais pas seulement par rapport au médicament ou à un traitement. N'importe quelle forme, ça s'applique à toutes les formes de traitement, d'intervention, puis ça s'applique aux thérapeutes aussi. Fait que ça peut être un sorcier d'Afrique, si t'appartiens à cette culture-là, puis que toi, tu crois que son mélange qu'il a préparé pour toi est très puissant, puis peut te guérir. Ça fonctionne aussi bien que si tu es un occidental, puis que tu crois au médecin, puis que le médecin dit tu vas prendre tel médicament, telle pilule. Et il y a plein d'études qui nous montrent ça, c'est intéressant. Nous, les Occidentaux, on est influencés beaucoup par la couleur de la pilule, par la dimension, le volume de la pilule. Plus elle est grosse, plus le placebo est fort, euh, etc. Par toutes ces choses-là. La chienne blanche, le sarrau du médecin aussi. S'il ne l'a pas, ça a moins d'impact. C'est tout ça. Donc, c'est fascinant. Et avec l'imagerie cérébrale, ben là, on a pu aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Il y a un gars qui est professeur Pierre Rainville à l'Université de Montréal, c'était un collègue. C'était un des premiers, c'était un pionnier dans ce domaine-là, qui a fait des belles études aussi. Puis, ils sont allés voir ce qui se passait. Lui, c'était en relation avec la douleur, mais on voyait, mais ça peut être en relation avec les émotions, peu importe. Moi, dans mes livres, j'ai rapporté certains cas intéressants, comme par exemple des patients qui souffrent d'une forme de démence, le Parkinson, la maladie de Parkinson. Dans le Parkinson, il y a une détérioration des neurones qui produisent de la dopamine. La dopamine, c'est un messager chimique qui est impliqué dans toutes sortes de fonctions. On dit que c'est un neuromodulateur. La dopamine est impliquée beaucoup au niveau de la motricité quand on se déplace, puis aussi dans le phénomène de récompense. Et il y a eu une étude qui a été faite à Vancouver il y a une douzaine d'années et avec l'imagerie cérébrale, puis on a dit aux patients parkinsoniens qui étaient avancés dans la maladie, donc il y avait en moyenne une détérioration de 70% de leurs neurones qui produisent la dopamine. Donc, il y restait à peu près 30% de neurones viables pour produire la dopamine. On leur a fait croire qu'il y avait un nouveau médicament expérimental qui venait d'apparaître pour le Parkinson, avec l'accord du comité d'éthique de la recherche de l'université. Euh, et c'est intéressant parce que la plupart des patients qui ont participé à ça, plus leur croyance au niveau du placebo était forte, plus ils se sont mis à libérer de la dopamine dans leur cerveau, même avec leurs 30% restants, ils se sont mis à sécréter et à libérer dans le cerveau la même quantité de dopamine qu'un jeune adulte sain, normal. Alors ça, c'est très impressionnant. Puis en parallèle de ça, leur psychologie changeait, donc ils se sentaient beaucoup mieux, subjectivement, et physiquement, leur motricité était infiniment mieux aussi. Et c'était juste, ce qu'ils ont pris, c'était du salin physiologique, sans aucun effet réel au niveau biologique. Ça, c'est juste une illustration. Il y a eu plein d'études Ouais. C'est tellement important, cette étude-là, puis ces études-là, parce que ça montre.
Là, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus dans le sens que, tu sais, je trouve que des fois, ces sujets-là ont été pas galvaudés, mais tu sais, quand on parle au livre Le Secret, Le pouvoir de l'intention, tu sais, je pense que c'est vrai, ça a été démontré. Est-ce qu'on veut le mettre comme si c'était magique? Non. Mais en même temps, c'est vrai que le pouvoir des mots, puis quelle intention, quelle énergie qu'on met dedans, ça a une importance. Mais en même temps, c'est pas, oh mon Dieu, je vais juste penser, je vais guérir, puis je vais guérir, ça va être magique. Tu sais, c'est pas ça non plus, là. Non, non, parce que si on parle de maladie, ben là, c'est multifactoriel. Il y a tellement de facteurs, comme tu disais, la génétique, c'est impliqué, mais il y a plein d'autres facteurs aussi qui sont impliqués. Donc, c'est complexe, ces choses-là. Ouais. Oui. Mais, tu sais, il y avait un cas extraordinaire, là, ça date de la fin des années 50, c'était en Californie, où il y a un médecin qui, là, il n'y avait pas encore de comité d'éthique de la recherche. On pouvait faire des choses un peu plus euh, questionnables de cette époque-là. Il a fait croire à un patient qui avait un cancer épouvantable, puis qui avait des tumeurs cancéreuses sur l'abdomen et tout ça, qui étaient grosses comme un pamplemousse. Il, il prenait en pitié, puis il a dit, ben, on a un nouveau médicament expérimental, puis ça pourrait probablement t'aider. Et le bonhomme a cru tellement à ça que quelques jours à peine après avoir pris, puis c'était encore du sérum physiologique, du salin, toutes ces tumeurs sur l'abdomen se sont toutes résorbées. À un point tel que le monsieur est retourné chez lui. Sauf que il a lu un article au sujet de la soi-disant drogue miraculeuse qui, en fait, il y avait un journaliste qui avait rapporté qu'il y avait des études comme ça, mais qu'on voulait étudier l'effet placebo, le phénomène placebo, et que ça valait rien, ça n'avait aucune influence réelle. Et devine ce qui est arrivé, le pauvre monsieur, ben, toutes ses tumeurs sont réapparues, puis il est mort quelques semaines plus tard. Mais ça montre jusqu'à quel point ça peut aller. Ouais. Ça peut aller D'un très loin. bord ou d'un autre, là. Oui, tu as le placebo dans le positif, tu as le nocebo comme effet négatif. Si le médecin te dit tu risques d'avoir tel effet secondaire, il y a, dans les études cliniques, quand on teste les médicaments, il y a toujours des gens qui vont développer les symptômes, même s'ils ne prennent pas le médicament réel. Ça va loin. Ça peut être une perte de cheveux, ça peut être la nausée, les étourdissements, la pression qui change. Ça va très, très loin. Dépendamment de jusqu'à quel point les individus sont suggestionnables. Ouais, c'est ça. Je pense que on va passer à l'autre point, mais ici, je pense qu'il faut se rappeler, c'est d'être conscient du pouvoir des croyances, des intentions, puis qu'on a un impact sur nos intentions, nos croyances pour aller plus vers un effet placebo que des effets nocebo. Puis ça dans tous Oui, les mais domaines. je vais ajouter une chose par rapport à ça. Le système nerveux, le cerveau en particulier, il est connecté à tous les grands systèmes physiologiques dans l'organisme, endocrinien, immunitaire, etc. Donc, il y a un grand réseau psychosomatique dans l'organisme, ce qui fait que tout ce qui se passe au niveau mental est traduit dans le cerveau sous forme électrique, chimique, et le cerveau est connecté. Là, il y a des messagers chimiques dans le système nerveux, on appelle ça des peptides en particulier, des petites molécules qui jouent le rôle de messagères, puis qui vont contacter les différents systèmes physiologiques. Donc, si ça va mal dans votre tête, que vous avez des émotions, des idées noires, vous êtes en train de, puis que ça dure pendant trop longtemps, vous détruisez on le voit par la neuroplasticité maintenant, vous détruisez votre système, votre organisme. On peut avoir, mettons, s'il arrive des coups durs, c'est sûr qu'on peut avoir des pensées négatives et tout ça, mais quand les pensées négatives durent trop longtemps, là maintenant, on a des études de corrélation, d'association statistique qui montrent que nos chances de développer des démences sont beaucoup plus élevées à ce moment-là. Donc, ça devient toxique pour le cerveau. Et c'est toxique aussi pour les autres systèmes physiologiques qui sont connectés. Tout est interconnecté. Ouais. On peut voir ça là, comme c'est informationnel. C'est comme une autoroute d'information. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de la conscience, l'information qui est associée à la conscience. Ça, c'est l'action locale
psychosomatique. Mais la conscience n'est pas emprisonnée à l'intérieur du corps, comme le pensait le matérialiste scientifique pendant des siècles. Donc, on s'est rendu compte aussi, là, dans les dernières décennies, que ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, ont un effet qu'on peut appeler non local. C'est là où tu voulais m'emmener, je pense. Oui, Là, ben hein? c'est ça, parce que là, ce point-là qu'on vient de discuter, moi, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais qui est plus ou moins accepté. Tu sais, même en psychologie, on travaille beaucoup les croyances, on travaille les intentions, Mhm. on travaille Oui. la Oui. conscience, mais on pourrait le pousser plus, mais là, c'est pas le but aujourd'hui, c'est d'y aller en superficie sur différents points. L'autre point que je veux qu'on aborde ensemble, celui-là, par exemple, il est plus touché, hein. Je pense que c'est un peu moins accepté. C'est que justement, comment nos habiletés de perception sont capables d'influencer plus la matière, tu sais, au-delà de comment on fait la conscience peut aller au-delà de nos cinq sens pour aller influencer aussi la matière, au-delà du temps, au-delà de l'espace. J'aimerais ça qu'on parle. Oui. Je vais donner des points, puis après ça, je te laisse élaborer. Tu sais, quand on parle de perception extrasensorielle, de Mhm. télépathie, clairvoyance, Oui. clairaudience, quand on parle aussi de télékinésie, la conscience du groupe. Puis là, on pourra parler de l'impact des guérisseurs, par exemple. Là. Je te laisse. Mhm. C'est ça. Ben, c'est ça. Pendant longtemps, on pensait que ce qu'on appelait dans une vision matérialiste, là, évidemment, on pensait que la conscience, l'esprit, c'est ce que le cerveau fait. Donc, c'était juste finalement des phénomènes. Donc, quand le cerveau arrête, euh, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. Puis, tout ça se faisait mécaniquement, mais on ne croyait pas qu'il y avait on n'avait pas cette conception-là de post-matérialiste, si on veut. Donc, on ne pouvait pas croire que on pouvait, par exemple, se connecter avec d'autres personnes. Euh, si l'autre personne pense à toi, tu penses à elle, tu t'appelles en même temps. Bon, les chercheurs matérialistes étaient sceptiques puis disaient, ben oui, c'est des coïncidences. On interprète ça, c'est des coïncidences. Mais en fait, il y a eu des milliers d'études qui ont été faites à partir des années 30 aux États-Unis, puis en Europe aussi beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque un siècle que ça a commencé dans le domaine de ce qu'ils appelait la parapsychologie ou par la suite, on parlait de phénomènes psy parce on n'avait pas de cadre théorique pour expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a découvert en physique quantique, les phénomènes on parle d'enchevêtrement. Les particules sont, par exemple, on émet deux particules avec un canon à électrons ou à photons. Les deux particules on va dire, sont émises en même temps, vont demeurer enchevêtrées. Elles sont comme liées de manière informationnelle et elles peuvent se séparer puis aller aux confins de l'univers, être séparées par la totalité de l'univers physique. Elles vont demeurer enchevêtrées. Alors, donc, ça existe au niveau atomique, subatomique. Alors, au niveau macroscopique, la vie de tous les jours, au niveau humain, par exemple, c'est exact ce qu'ils ont découvert dans le domaine de la recherche psy. C'est que c'est la même chose pour nous, les humains, pour les animaux, pour les végétaux. Les végétaux sont connectés entre eux. Ils sont connectés par des systèmes biologiques, mais ils sont connectés aussi de manière non locale. On a une influence, on est capable d'aller chercher des informations, ce qu'on appelle perception extrasensorielle. On peut être à distance, tu peux être à 10 000 kilomètres. Il y a eu des études d'ailleurs qui ont été faites. Le gouvernement américain s'intéressait à ça. Il y avait un projet qui s'appelait Stargate avec le CIA et tout ça. Puis il y a un astrophysicien qui a fait un voyage, c'était un astronaute, Dr. Edgar Mitchell, qui a fait une expérience de télépathie, par exemple, avec la NASA, fait des expériences de vision à distance et tout ça. Il y en a eu dans les sous-marins aussi, à 10 000 pieds sous les 3 000 mètres, mettons, en profondeur dans les océans. Puis ça fonctionne très bien. La conclusion, c'est qu'on est tous interconnectés, non localement. C'est-à-dire que en dépit malgré la distance, puis c'est vrai aussi,
l'esprit non local, c'est aussi au niveau du temps. Donc, l'esprit peut se déplacer, voyager dans le passé, mais il peut se voyager dans le futur aussi et prendre conscience de certaines probabilités au niveau statistique que les choses peuvent arriver. C'est ce qu'on va appeler la prémonition, par exemple. C'est souvent associé à des événements dramatiques. Souvent, les gens, par exemple, on a remarqué qu'il y a moins de monde il y a moins de gens qui vont prendre un train qui va être accidenté ou un avion. Il y a des gens qui vont céder leur billet sans savoir pourquoi. Ils ont un pressentiment, une intuition. Donc, l'esprit et la conscience, ça n'est pas emprisonné dans un point du corps qu'on appelle le cerveau. Ça fonctionne pas Il comme y a un ça. transfert d'informations, il y a un transfert Exact. d'énergie. C'est qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes capacités pour les percevoir ou Oui, les transmettre. C'est oui. ça qui serait intéressant de mieux comprendre puis de développer en tant qu'être humain, comment développer cette capacité de communication-là, d'énergie puis de réception aussi d'énergie. Oui, ben, il y a des chercheurs qui ont essayé de pousser ça, puis de voir c'est quoi les facteurs qui peuvent favoriser ces phénomènes-là. On s'est rendu compte que s'il y a une émotion, une charge émotionnelle d'associer à ça, s'il y a il y a un incitatif au niveau émotionnel, par exemple, les scores sont plus hauts statistiquement. On réussit mieux. Parce que au tout début, les premiers chercheurs utilisaient des dés, influencer la chute d'un dé, par exemple, ou essayer de déterminer quelle carte sortirait dans un jeu de cartes traditionnel. Mais rapidement, les sujets d'expérimentation se lassaient. Et là, ils se sont rendus compte que bon, ça prend plus il faut qu'il y ait autre chose pour. Et quand il y a un intérêt au niveau émotionnel, et quand les gens sont connectés émotionnellement, les phénomènes sont plus grands. Ça, c'est démontré à plusieurs reprises. Est-ce que Ouais. tu peux parler, par exemple, des guérisseurs? Je sais que dans mon entourage, je collabore avec un magnétiseur guérisseur je l'ai vu chez mes propres enfants, je l'ai vu chez plusieurs clients, qui peut avoir un impact là, pour diminuer les Oui. symptômes, les fréquences, tout ça. Ben, ouais. Ben, tantôt, tu parlais de l'influence de l'esprit sur la matière. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites dès les années 30, 40, il y en a eu beaucoup, où on essayait d'influencer, comme je le disais, la chute d'un dé, par exemple, tout ça. Mais c'est devenu, avec le développement de l'électronique, dans fin des années 60, début des années 70, et le développement de la physique moderne, physique quantique, c'est devenu beaucoup plus sophistiqué. Et là, il y a des chercheurs qui ont développé ce qu'on appelle des générateurs d'événements aléatoires. Donc, c'est un peu comme une clé USB qu'on peut insérer dans un micro-ordinateur. Et c'est basé sur le principe de bruit électronique. Ça, c'est de la physique quantique. Donc, l'appareil en question peut générer du bruit électronique qui va être traduit sous forme statistique en 0 ou en 1. Donc, si on n'influence pas l'appareil, puis qu'il est bien calibré, puis qu'on le laisse tourner, ben, il va générer autant de 50% de 0, 50% de 1. Mais ce on s'est mis à demander au sujet d'expérimentation, c'est de générer plus de 0 ou de 1 en leur donnant, par exemple, une récompense, quelque chose comme ça. Et là, on s'est rendu compte, euh, ces phénomènes-là existent, mais ils ne sont pas très puissants au niveau individuel. Mais on voit que ça existe réellement lorsqu'on fait ce qu'on appelle en statistique des méta-analyses. On va combiner les résultats de centaines ou de milliers d'études ensemble. Et c'est là qu'on mesure ce qu'on appelle l'effet de taille là, en statistique. Dans quelle mesure le phénomène est vrai ou pas. Mais, comme tu disais, il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres aussi. Alors, les chercheurs ont vu qu'on pouvait influencer le monde physique et là, ils ont pensé à aller tester le monde de la biologie. Alors, tu parles des guérisseurs. Alors, on a commencé en laboratoire avec des préparations in vitro. C'était des cellules, par exemple, ça peut être des globules, il y avait des globules blancs ou des globules rouges, du sang des participants. Et ils devaient influencer ça, par exemple. Et ils réussissaient. Ils réussissaient
il réussissait encore plus si les échantillons venaient de personnes avec qui ils sont liés au niveau émotionnel. Ça revient constamment. Mais oui, là, on s'est rendu compte que on pouvait quand même influencer. On peut influencer, par exemple, ce qu'on appelle en psychologie, on parle de réponse électrodermale. Ça, c'est des fluctuations électriques au niveau de la peau qui sont reliées au système émotionnel. Donc, quand on a des émotions, ça fluctue. L'électricité au niveau cutané va fluctuer, le potentiel électrique et tout ça. Donc, Les on détecteurs peut de mensonges, un peu, là. exactement, c'est ça qui est utilisé pour le détecteur de mensonges. Donc là, on demandait, par exemple, à un individu d'influencer un autre individu. Ils étaient séparés dans l'espace. Ça pouvait être de quelques mètres, mais ça pouvait être aussi, parfois, dans certaines études, ça pouvait être des milliers de kilomètres. Puis on a découvert que oui, on pouvait influencer à distance des gens et tout ça. Puis non seulement on influence, même si on n'en est pas conscient, on influence continuellement notre organisme, notre cerveau, tous nos systèmes physiologiques, la plupart du temps inconsciemment. Mais on peut influencer tout ça de manière consciente et on peut faire ça aussi de manière non locale. C'est la même chose. Ouais. C'est super intéressant. Puis là, je vois le temps qui avance. Je veux avancer pour qu'on ait le temps de parler de nos deux autres points. Mm-hmm. L'autre point que j'aimerais qu'on parle, on l'abordait un petit peu, mais tu parlais de la continuité de la conscience, Oui, dans le oui. sens que c'est hors du temps, hors de l'espace et même après la mort. Tu sais, je vais te Oui. nommer quelques points, puis on pourrait parler de ça. Tu sais, quand on parle d'expérience de mort imminente, quand on Mm-hmm. parle de communication avec les défunts, avec les personnes décédées, les médiums, hein, on entend souvent parler des médiums, c'est un effet réel. Quand on parle des vies antérieures, puis on parle de plus en plus, même en psychologie, de l'impact de nos émotions, des traumas et même de nos mémoires sur la vie de nos descendants, donc familiale, mais aussi après-vie, dans le fond, dans une autre vie on est Mm-hmm. tous liés là, par ça. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, ça, c'est un champ de recherche aussi qui s'est développé beaucoup à partir du milieu des années 70, après que le docteur Raymond Moody, c'est un psychiatre, un médecin psychiatre, mais aussi un philosophe, a publié un livre sur la vie après la vie. C'est lui qui a c'est-à-dire que lui, quand il faisait ses rondes à l'hôpital, il posait des questions aux patients, tout ça, puis il a eu l'intuition d'aller poser des questions aux gens qui avaient fait un arrêt cardio-respiratoire, par exemple. Une mort clinique. Une mort clinique, ça veut dire le cœur cesse de battre, on arrête de respirer, puis au bout de 15 à 20 secondes, là, si on mesure l'activité dans le cerveau au niveau électrique, il n'y en a plus. C'est ça qu'on appelle une mort clinique. Et là, il a découvert que ces gens-là rapportaient des voyages qu'ils faisaient dans ce qui semblait être un autre monde, une autre dimension, tout ça. Puis à force finalement, il a collectionné des données chez des centaines de patients. Puis là, il a mis tout ça ensemble, il s'est rendu compte qu'il y avait des caractéristiques qui revenaient continuellement. Comme par exemple l'impression de sortir au-dessus du corps, quitter son enveloppe, le corps physique, voyager le long d'un tunnel, d'une porte qui mène à un monde différent, rencontrer des amis, des parents décédés, contacter ce que certains appellent la lumière, mais d'autres un être de lumière. Ça a eu un impact au niveau du grand public. Il a vendu des millions de copies de son livre. Mais ça fait réaliser à certains chercheurs que peut-être ce sera un domaine intéressant à investiguer. Puis c'est ça qui est arrivé, ça s'est développé beaucoup. Et aujourd'hui, euh, on est plusieurs décennies après, c'est un champ de recherche en soi et on a découvert que, par exemple, dans un état de mort clinique, en arrêt cardio-respiratoire, lors du phénomène de hors corps, si les gens vivent réellement ces expériences-là, ils devraient être capables de nous ramener des informations véridiques, une perception véridique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. En Hollande, il y a un homme qui arrive, il est en état de mort clinique.
il arrive aux urgences, puis il y a un dentier dans la bouche. Il faut faire les manœuvres de réanimation. Le dentier est trop. Il y a un infirmier qui prend le dentier puis qui l'enlève. Il le met dans un chariot chirurgical, dans le deuxième tiroir du milieu, etc. Le monsieur est mort, lui, cliniquement, sauf que il le ramène au bout de quelques minutes de tentative et il reste à l'hôpital pendant un petit bout de temps, mais lorsque il est le temps de quitter l'hôpital, là, il demande à voir l'infirmier, puis il demande à l'infirmier de lui ramener son dentier. Puis là, le médecin et l'infirmier ne comprennent pas comment c'est possible parce qu'il était mort cliniquement. Des exemples comme ça, maintenant, on en a au-dessus d'une centaine. Parce que les sceptiques, ce qu'ils nous disaient à l'époque, ben oui, mais c'est des hallucinations, c'est les gens, le cerveau crée des images, ben c'est de la distorsion, c'est pas, ça correspond pas à la réalité. Tu sais, mais quand on est capable de corroborer les informations qui sont rapportées, moi j'en ai eu, j'ai investigué des cas à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal, et il y avait une dame qui, on plongeait ces gens-là en état de mort clinique pour remplacer la aorte du cœur, la grosse artère. Faut les plonger en état de mort clinique, en hypothermie pendant ça prend à peu près entre 15 et 20 minutes de faire ça. Donc, ils sont dans un état de mort clinique pendant une certaine période de temps. La femme avait mémorisé des informations, des dialogues entre le chirurgien cardio-thoracique, des infirmières, les appareils qu'elle n'avait pas vus parce qu'elle était déjà endormie à l'entrée de la salle de chirurgie, toutes sortes de trucs comme ça. Ça, c'est un cas, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les scientifiques qui sont plus les sceptiques, c'est des matérialistes, ont de plus en plus de difficultés avec ça. C'est ce qui va probablement faire tomber le matériel scientifique de sa belle mort d'ici quelques décennies, parce que ça sera plus crédible. Mais non, si on combine les données de recherche dans le domaine des phénomènes psy dont on vient de parler avec ceux-là, comme tu disais, il y a des communications aussi, tous les phénomènes qui entourent la mort, comme les visions de l'île-mort, par exemple. Donc, lorsqu'on est à l'hôpital puis qu'on est mourant, il y a des médecins qui sont rendus compte aux soins palliatifs, des infirmières aussi, beaucoup. Surtout les infirmières qui passent plus de temps avec les patients mourants. Dans les journées qui précèdent votre décès ou les heures qui précèdent, parfois c'est une semaine, quelques semaines, mais la plupart du temps, c'est quelques jours, quelques heures. On a des visions de lit de mort. Là, évidemment, les médecins sceptiques disent ben ça, c'est dû à la morphine, aux médicaments qu'on va donner aux patients, mais dans certains cas, les patients ne sont pas médicamentés. Et les patients vont voir des personnes, ils vont voir la salle d'hôpital se change, se transforme. Ils voient parfois le corridor, le tunnel. Ils voient de la famille décédée, des amis, ou ce que les gens appellent des guides spirituels, qui sont là pour les rassurer puis les aider à faire leur transition. Et C'est que la conscience, il n'y a pas de temps. Dans le fond, ce qui peut arriver plus tard, tu es capable de le percevoir. Puis c'est ce que je comprends aussi pourquoi certains enfants naissent ou certains adultes, peu importe. Puis si leur conscience a vécu des choses dans une autre vie, puis revient dans le corps, mais là, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler, là, oui, oui. la Mais ça, c'est. réincarnation et tout ça. Mais s'il Oui, vient dans un autre corps, il va garder des mémoires puis des traumas, puis peut-être là, ça va exactement. impacter nos croyances, Oui. Et que là, tout ça est relié, hein? Fait que ça prend Oui, un travail de prise de ouais. conscience. Puis lorsque la mort a été dramatique, par exemple, dans un cas d'accident, la personne a été écrasée ou il y a un cheval qui lui est tombé dessus, tout ça. Souvent, les enfants vont avoir des cicatrices qui sont reliées à la façon dont l'entité serait décédée dans la vie précédente. Les marques. Ouais. Mm. Fait Ouais. que, pour en savoir plus, je vous invite à aller lire le livre de Mario. Mais on se garde un petit, peut-être 2, 3 minutes pour le dernier point. Mais après, juste avant de quitter, j'aimerais ça vraiment qu'on parle aussi de ta formation parce que c'est une façon d'aller intégrer puis aller travailler tout ça là, que tu as découvert parce que là, souvent, là, on parle de médiums, des gens qui ont
qu'on voit ça Mhm. comme des dons spéciaux ou des bouddhistes, pas des bouddhistes, mais des personnes qui font de la méditation, comme si ça prenait un niveau élevé de méditation. Mais là, toi, tu as trouvé Mhm. une façon que le commun des mortels peut arriver à développer puis à travailler Oui, là-dessus. Fait que je veux qu'on se garde du temps pour parler de ça. Mais juste oui. avant, pour terminer sur notre sujet, il y a un autre point que tu parles dans ton livre que je trouve très intéressant, c'est la notion des expériences spirituelles Mhm. qui soutiennent la notion qu'on est tous connectés. On a parlé déjà un petit peu, comme si on est connecté entre nous, mais à quelque chose de plus grand qu'on peut appeler Dieu, la Oui. source, unité, peu importe. Là. Mhm. Toi, tu fais la référence entre le petit moi et le grand moi. Oui. Juste nommer des termes, puis je te laisse aller après. Tu sais, quand on parle d'expérience mystique, d'éveil de. Tu sais, il y a beaucoup ce terme-là qui est utilisé, l'éveil de conscience, la Kundalini, les expériences chamaniques. Donc, je te laisse parler de Oui. ça un peu. Ben, dans toutes ces expériences-là, finalement, il y a ce qu'on appelle un élargissement du champ de conscience. On parle d'état élargi de conscience. Et là, de manière générale, on va opérer au niveau de ce que moi j'appelle le petit moi, ou en psychologie, plusieurs écoles, on parle de l'ego. Donc, ça, c'est la construction mentale à laquelle on est identifié, la personnalité, etc., les traits. Mais en réalité, dans les expériences mystiques ou les expériences spirituelles intenses, les états élargis de conscience, les expérienceurs réalisent, les expérienceurs, c'est ceux qui vivent ces expériences-là, ils réalisent qu'ils ne sont pas le petit moi, qu'ils sont quelque chose d'infiniment plus large. Et dans certains cas, ça va jusqu'à une identification totale avec la source, ce que tu peux appeler Dieu dans la mystique. Ben, c'est ça. On voit ça dans différentes traditions spirituelles aussi. Et il y a des gens qui vont rapporter des expériences comme ça lors de mort clinique. Ça peut être aussi en utilisant ce qu'on appelle des substances psychédéliques. Dans certains cas, ça va jusque-là. Pas toujours. Mais souvent, et finalement, ben, tu découvres que tu n'es pas un petit moi, tu es un grand moi. Puis ton grand moi, finalement, peut aller jusqu'à englober la totalité de tout ce qui existe. Et dans cette perspective, moi, c'est des Et expériences que avoir j'ai. un impact aussi sur tout ce qui existe. Si on travaille Oui, au niveau du grand moi, là, exactement. Ton impact sur ce qu'on appelle la réalité, le monde, le est beaucoup matérialisme. plus grand que quand tu essaies d'opérer au niveau de l'ego, du petit moi. Ça, c'est ce qu'ils n'ont pas dit dans les gens qui vendent l'idée de loi d'attraction, etc., le secret, tout ça. Ils ne font pas ces nuances-là. Mais notre capacité d'influence change de manière considérable, évidemment. Plus on se connecte à plus large que soi. Et moi, ben, j'ai développé, sur la base des études que j'ai faites sur ces expériences-là en neurosciences, j'ai développé une approche où on amène les gens à élargir leur champ de conscience puis à connecter avec ce que j'appelle le grand moi. Pourquoi? Pour recevoir des informations qui concernent leur vie, ce qu'ils sont, pour créer des expériences nouvelles, pour, euh, pour développer des qualités, des attributs qu'on associe généralement au grand soi, au grand moi. C'est ce que Jung appelait le soi, là, avec Ouais. un S majuscule, etc. Donc, c'est ça. Puis comment on fait? Ben, ça implique un peu de respiration abdominale profonde, mais pas beaucoup. On change l'état de conscience des participants avec des sons de différentes fréquences qui sont insérés dans des trames sonores. Et il y a une guidance verbale, mais qui est minimaliste, qui est très peu finalement. Puis ce que j'ai découvert, parce que j'ai testé chez quelques milliers de personnes dans euh, dans les 8, 9 dernières années, surtout avant la pandémie, c'est que monsieur, madame, tout le monde, en autant qu'ils ont un intérêt s'intéressent à la conscience, spiritualité, tout ça, on peut les amener mécaniquement dans des états. Il y a des gens qui n'aiment pas la méditation, les exercices de concentration, tout ça, pour qui c'est difficile. Ben, ils peuvent mécaniquement, on peut les emmener dans des états comme ça. Et ça, les chamans avaient découvert ça il y a 50 000 ans, au fond.
avec le tambour, avec le feu. On changeait le. Il n'y avait pas les outils pour mesurer ce qui se passait dans le cerveau, Ouais, puis mais il y en a qui vont intuitivement. prendre des substances pour atteindre ce Oui, niveau-là, mais là, toi, aussi. tu as trouvé une façon de le faire Sans. accessible, mécanique, légale et pas Légal. Oui, dangereuse. oui, exactement. Oui, puis c'est vraiment fascinant parce que quand les gens se connectent à ces niveaux-là, à eux-mêmes, mais à une partie plus grande de soi, tout est possible. Là, tu vois toutes sortes des miracles, des grands miracles, des petits miracles, toutes sortes de choses. Je Et veux ça, c'est juste résumer parce que c'est cette fascinant. méthode-là, puis on va en reparler après, c'est ta formation, dans le fond, c'est ta méthode holosynthèse. Puis ce que Oui. je comprends, c'est que ça a autant un impact, mettons, si on fait un résumé en même temps de ce qu'on vient de parler, autant un impact sur l'esprit, hein, les croyances limitantes, ça peut venir libérer ça, même sur les Oui. patterns émotionnels, puis même sur nos blessures qu'on traîne, hein, de trauma, de conscience à conscience, ça peut avoir un impact là-dessus, puis d'avoir un accès direct à notre grand moi ou à la source qui peut nous Oui, ouvrir parce que le champ. c'est ça, c'est le petit moi qui souffre. Mm. Puis le petit moi, c'est quoi? C'est basé sur des couches d'identification, c'est des phénomènes d'identification. On a l'impression d'être nos traumas, nos mémoires négatives, nos humeurs, etc., etc. Moi, Ouais. ce que j'essaie de faire, c'est de faire réaliser aux gens qu'ils ne sont pas ça, qui OK. sont quelque chose de plus que ça, qui transcendent ça. Est-ce Ouais. que, est-ce que tu peux nous donner l'image du téléviseur que je trouve tellement parlante? Je pense que ça nous donne une belle image de ça, du petit moi, du grand moi, puis de l'impact qu'on peut avoir, là. Oui, puis du rapport entre ce qu'on appelle la conscience puis le cerveau aussi. Ben oui, le cerveau, finalement, c'est très complexe. Tu as près de 100 milliards de neurones chez le jeune adulte. Il y a des milliers de contacts synaptiques par neurone et autant de contacts synaptiques que tu as d'étoiles dans l'univers physique. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est un organe qui aide à produire l'information, qui traite l'information. C'est majestueux ce que ça peut faire, mais ce n'est pas le siège de ce qu'on appelle la conscience ou l'esprit. Puis là, ben oui, on utilise souvent l'analogie du téléviseur, c'est-à-dire, mettons que tu écoutes un bulletin de nouvelles, puis tu écoutes la lectrice de nouvelles, donner les nouvelles de la journée. La lectrice de nouvelles, OK, bon, ben, ton téléviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir des signaux électromagnétiques qui sont émis par la station, puis ils vont être comme décodés sous forme d'image puis de son. C'est une transduction qu'on appelle au niveau électronique. Mais ça implique pas que la lectrice de nouvelles est dans ton téléviseur. Fait que s'il arrive un pépin au niveau électronique, ton récepteur ne fonctionne plus, tu aurais beau chercher tant que tu voudras à l'intérieur de ton récepteur, tu ne trouveras pas la lectrice de nouvelles. Pas plus que tu vas trouver l'orchestre qui est en train de jouer une symphonie si tu écoutes la radio. Ou même chose avec l'Internet. Si tu as une panne d'électricité, tu es débranché. Ça ne veut pas dire qu'Internet n'existe plus. C'est juste que tu n'as plus accès. Fait que, tu sais, dans l'absolu, si on prend un exemple, mettons un enfant qui a un trouble, exemple un TDAH ou un adulte qui a un diagnostic de santé physique, euh, ça l'impacte son fonctionnement, son comportement, mais si cette personne-là était capable d'aller se brancher à son grand moi ou à la conscience, je vais parler dans l'absolu parce qu'on n'a peut-être pas encore on pourrait avoir Mm. toute cette capacité-là, mais on ne l'a peut-être pas tous encore. Mais on pourrait aller avoir, si on se connecte à plus grand, on pourrait avoir l'impact sur ces symptômes-là, puis ces difficultés-là, puis ces problématiques-là. C'est ce que je comprends. Mais il Oui, reste à trouver comment aller connecter, là. oui, mais dans certains cas, tout dépend de. Il y a il semble avoir plein de facteurs. Si on parle de maladie ou de troubles, euh, il y a ce qu'on appelle le plan de vie aussi. Tu sais, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais la maladie chez l'être humain, l'espèce humaine, c'est le principal moteur de l'évolution. La souffrance associée à la maladie, aux problématiques mentales, physiques. Ouais, parce qu'il y Donc, a un chemin à faire de ça. Il y a une découverte sur soi qui nous amène là-dedans. alors, ce que j'ai vu en faisant mes tests, donc j'ai vu des gens qui avaient des cancers en phase terminale, mettons tumeur dans le foie, dans certains cas, rémission totale après s'être branché puis avoir compris pourquoi. Mm. Mais dans d'autres cas, non.
Parce que là, c'est ça, c'est complet. C'est qu'il y a des raisons, comme tu dis, la souffrance peut servir l'évolution. Mais moi, ce que je dis, moi, j'en ai Comme on est bavé. tous connectés, c'est peut-être pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre aussi, pourquoi on est. Oui, C'est ça. Fait que ça mais peut aller aussi, loin. moi, ce que je propose dans une perspective évolutive, c'est de changer le système, dans le fond, ça, c'est comme évoluer à coups de pied dans le cul de la souffrance. Mais en réalité, moi, j'ai compris que c'était pas nécessaire. Les espèces peuvent évoluer aussi autrement. Ça, il y avait des gens qui parlaient de ça je parle Bernard de Montréal, supramental, etc. Je ne suis pas le premier à parler de ça, mais euh, en tout cas, Il y a ça une se négocie. citation que là, je me souviens plus, c'est que soit qu'on va grandir par la souffrance ou si on est assez de sagesse pour avoir conscience, on n'est pas obligé de souffrir. Mais là, je me souviens plus de la citation. Si Ben je non, vous la retrouve, je vais vous la mettre là. exactement, parce que si tu te rapproches de ce que tu es ultimement, Mm. tu vas acquérir des caractéristiques de ça, et ça ne souffre pas. À ce niveau-là, ça n'existe plus, ça. C'est terminé. Ça opère de manière complètement différente. On joue le jeu, c'est comme une grande pièce de théâtre, finalement, la vie, même au niveau cosmique. Puis on joue des rôles, on a nos personnages et tout ça. Mais à un moment donné, à partir du moment où tu comprends ça, tu peux aussi sortir d'une certaine façon ou jouer avec des règles qui sont différentes. Ben, du moins, ça change nos perceptions, nos croyances. Donc, sans le vouloir indirectement, ça a un impact aussi sur Automatiquement. Fait Ouais. que, merci Mario, j'ai envie qu'on garde. Là, j'ai mis le lien pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Mhm. ta formation en synthèse. Avant de passer aussi à la période de questions, je voudrais juste qu'on parle plus concrètement, parce que là, tu as une formation qui s'en vient hein, dans le mois de septembre. Il y a une première. Ça, oui, ben ça, c'est comme un premier niveau. C'est une introduction à, c'est pas tout l'ensemble, mais c'est une introduction à, puis les gens qui vont faire l'introduction, ben, au fond, moi, ce que j'essaie de faire, je veux créer comme une école, un institut, puis je veux transmettre ça à d'autres personnes parce que je pense que ça pourrait être très utile de former des gens à cette approche-là. Donc, c'est comme un premier niveau pour voir si pour les gens eux-mêmes, mais pour voir aussi si ça les intéresse d'aller plus loin, puis d'éventuellement devenir ce que j'appelle des accompagnantes. Et puis les personnes qui font le processus, les participants, ben, sont appelés les accompagnés. Alors, c'est là où j'essaie de m'aligner là, présentement avec tout ça. Il va y avoir une première cohorte pour avoir on peut l'appeler une initiation, ce Oui, premier oui, jet pour oui. donner Au ta Québec. matière. Oui, au Oui, Québec. puis je vais aller faire la même chose dans 3 semaines vers la fin septembre en Suisse, OK. puis la même chose en France le printemps prochain. Donc, Donc, on va comme partir des. Et là, les gens, dans le fond, qui pensent qu'ils seraient intéressés à devenir accompagnés, peuvent me contacter, m'envoyer leur CV, peuvent m'envoyer une lettre de motivation aussi, mais c'est mieux de le faire après l'atelier d'introduction, le premier niveau. Ils vont voir, dans le fond, si ça résonne bien avec eux ou pas. Là. fait que premier niveau, tout le monde peut le faire, mais toi, ton Oui, objectif, oui, c'est plus oui. éventuellement de former des accompagnants. Là, je vous Oui, ai mis le lien vers la formation, puis vous pouvez, voici le courriel aussi de Dr. Beauregard si vous voulez vous inscrire. Il reste une dizaine de places. Là, comme tu dis, la plupart, le gros morceau, on va dire plus théorique, c'est en virtuel, donc sur Zoom, mais il va y avoir oui, une partie en présentiel également à Québec, ben, dans la oui. région de Québec. Donc, c'est Oui, l'ancienne Lorette. Oui. il y a des gens Ça qui va pourraient être dire je fais juste la partie en virtuel, en tout cas, ou pas vraiment, il faut qu'ils fassent tout, les deux. les deux, hein, pour être sûr. Oui, c'est fortement suggéré. Ouais. Fait que ceux qui sont plus en Europe, ça serait d'aller plus à ta version en Suisse. Ben, c'est ça. Ouais, oui, ou ça va être en France aussi. Là. OK. Je travaille à ça, là, présentement. En tout cas, si Ouais. vous avez des questions, vous pourrez écrire à Dr. Beauregard. Puis là, ça commence bientôt. Fait que tu me disais, il reste une dizaine de places. Puis Mhm. idéalement, s'inscrire avant le 2 septembre parce qu'il y a des rencontres au mois Oui, de septembre, mais les oui. informations sont sur le lien. OK. OK. T'avais-tu autre chose que tu voulais ajouter pour Non, la formation non, en ben, synthèse?
Non, mais je veux dire, je pourrais parler pendant une journée Oui. entière. Il y a tellement de choses On aurait dû, j'aurais plein de questions, mais là, je pense qu'on voulait essayer de faire un tour. Ici, c'est vraiment un résumé très court du livre Un saut ouais. quantique de la conscience. Fait que je vous invite d'aller vous le procurer. Il y a en fait, plein d'informations puis de détails aussi sur les études, mais aussi des cas concrets. C'est vraiment rapide à lire. Je vous le conseille à tous. Et alors, merci d'avoir été là. Peut-être en commentaire, je vais arrêter l'enregistrement. On va faire la Mhm. période de questions-réponses, mais je serais OK. curieuse de vous lire en commentaire sur vous repartez avec quoi, c'est quoi est-ce qu'il y a des informations plus particulièrement qui vous ont marqué? Peut-être en une phrase, là, écrire avec quoi vous repartez de cette rencontre-là et préparer vos questions. Merci Mario, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup, c'était très Merci. enrichissant. Puis on se reprendra pour une suite vu qu'il y a plein de choses à dire. Parfait.